Vous écoutez l'épisode 64 du podcast Business en spa et esthétique, les 3 meilleurs conseils pour les créateurs, l'œil de l'expert avec Cynthia Bogiro. Bienvenue sur Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir de partager un épisode avec Cynthia, l'une de nos business mentors au sein de l'équipe d'Expertise Spa Bien-être. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Cynthia, je l'ai rencontrée en 2016 lorsqu'elle était gérante d'un centre beauté. Cynthia a fait partie des premiers clients de SBE. 5 ans plus tard, en 2021, Cynthia rejoint l'équipe des coachs formatrices et elle accompagne au quotidien des gérants de centres, mais aussi les porteurs de projets de création. Au cours de ces accompagnements, Cynthia aide ses futurs chefs d'entreprise à planifier la création de leur centre, mais aussi et surtout, elle les accompagne dans l'élaboration de leur stratégie pour que, dès le premier jour de l'ouverture, le planning de rendez-vous soit déjà bien rempli. Dans cet épisode, vous allez donc pouvoir profiter des bonnes pratiques pour l'ouverture d'un centre. Mais avant de vous plonger dans cette écoute, si vous avez un projet de création ou de reprise d'un spa ou d'un centre beauté bien-être, je vous invite à télécharger l'outil gratuit que nous avons créé spécialement pour vous et qui est disponible sur notre site expertisespabienêtre.fr. Il s'agit du guide pour créer le business plan de votre projet. Je vous l'avais présenté dans l'épisode 11 de ce podcast, que je vous invite bien sûr à écouter ou bien à réécouter en complément de cet épisode. Pour l'heure, il est temps d'accueillir Cynthia et ses 3 meilleurs conseils pour les créateurs de centres. Bonjour Cynthia, je suis ravie de passer ce moment avec toi au sein du podcast. Alors Cynthia, tu es business mentor au sein de l'équipe de SBE. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer en quoi consiste ton travail ? Bonjour Tiffaine, merci pour cette invitation sur le podcast. Peut-être que certains m'ont déjà rencontré par ailleurs, mais je suis business mentor à tes côtés au sein de l'équipe Expertise Spa Bien-être depuis quelques années maintenant. Et mon rôle, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise et les porteurs de projets à développer une entreprise, leur entreprise en tout cas, ça dépend à quel moment du projet ils viennent auprès de nous. Une entreprise qui soit à leur image, qui soit différenciante et qui soit pérenne. Et donc vraiment, j'insiste sur le côté pérenne parce que la rentabilité, c'est ma spécialité. Et donc, ça me tient à cœur de travailler cet item-là pour faire en sorte que l'entreprise puisse durer dans le temps et que le chef d'entreprise puisse y épanouir. Donc ça, c'est ma première, on va dire, grosse mission à tes côtés. Et puis, j'ai une mission en parallèle, c'est d'accompagner notre équipe de coachs formatrices dans leur quotidien d'accompagnante aussi auprès des chefs d'entreprise de façon à leur permettre de développer leurs compétences pour que nos programmes soient vraiment à la hauteur de la qualité que l'on attend sur nos programmes SBE. Alors, Cynthia, tu accompagnes de nombreux porteurs de projets de création de centres chaque année. J'ai une première question sur ce sujet-là. À quel stade de l'avancée d'un projet de création ou bien d'une reprise de centre, à quel stade est-ce qu'il faudrait solliciter par exemple ton aide ? Eh bien, j'ai envie de dire dès que possible. Après, il est vrai que suivant où on s'en trouve de l'idée, est-ce que l'idée a simplement germé ou est-ce que j'ai déjà avancé dans mes recherches ou est-ce que j'ai déjà trouvé le local ? Enfin bref, peu importe au moment où on s'en trouve, c'est sûr que quoi qu'il en soit, il est bon de se faire accompagner. Évidemment, plus tôt on s'y prend et mieux c'est. Ça permet d'éviter de faire un certain nombre d'erreurs que moi-même j'ai pu faire à l'époque quand je me suis lancée. Mais l'idée, c'est qu'on puisse se rencontrer le plus tôt possible, de façon à pouvoir décortiquer les éléments qui constituent le projet, d'avancer ensemble étape par étape, de façon à se donner les chances de faire des choix judicieux pour le bon développement du business. Voilà, parce que comme je l'ai dit, je me suis moi-même lancée à l'époque et
Et j'ai fait des bons choix, mais aussi pas mal de mauvais choix, en tout cas des choix qui m'ont coûté un petit peu dans le temps. Alors justement, ce que je te propose, c'est qu'on parle un tout petit peu de ton expérience personnelle, parce que cette aventure de création d'un centre, toi, tu es passé Mmh. par là. Tu as eu ton centre entre 2010-2017. Quel souvenir est-ce que tu gardes de ce moment précis dans la vie d'un chef d'entreprise qui est la phase de création et d'ouverture? Alors, le souvenir, c'est peut-être plutôt les souvenirs parce que c'est assez ambivalent finalement. Donc ça a été, quasiment 8 années, dans ma vie de femme, dans ma vie de maman aussi, parce que j'ai été maman, dans cette période-là. Bon, honnêtement, ça a été, à la fois intense en émotions, stimulant aussi, hein, et je développerai un petit peu plus tard, hyper valorisant. Heu, Parce que, enfin voilà, il y a la fierté aussi de dire: «Je suis à mon compte, j'ai ouvert ma propre entreprise». Mais il y a aussi évidemment eu beaucoup de stress et beaucoup de peur parce que j'étais seule, en fait, dans cette aventure, même si on est entouré, par la famille, entouré, par son conjoint, entouré par, ses enfants. Pour autant, c'est hyper intense. J'ai envie de dire, en fait, finalement, avant l'ouverture, j'avais beaucoup de peur. Peur de faire les bons choix, peur de ne pas avoir assez de clients, peur que le centre ne plaise pas parce que voilà, moi j'en rêvais, toutes les nuits, je préparais tout sur mes petits cahiers, j'étais à fond, j'en parlais tout le temps. Mais pour autant, est-ce que, ça va plaire, au plus grand nombre pour pouvoir avoir, les clients, qu'il me faut pour pouvoir, avoir un planning plein et puis gagner ma vie? Et donc ça, c'était les peurs avant l'ouverture. Et puis après, quand j'ai ouvert, bah, j'avais quand même pas mal de stress, beaucoup de stress, par les charges, par, la TVA, tout l'univers que je connaissais pas, tout cet univers auquel finalement j'étais pas vraiment préparée. Parce qu'en dehors de ce que je voyais, de ce que j'entendais de ma famille, qui sont quasiment tous dans l'artisanat, j'avais pas vraiment de formation ou de recul. Et puis mon papa, était artisan dans le bâtiment, donc c'est pas tout à fait, enfin, c'est définitivement pas le même secteur d'activité. On travaille pas tout à fait de la même manière. Donc voilà, enfin, il y avait vraiment toute cette partie-là, assez, stressante, assez effrayante, on va dire. Mais pour autant, avec le recul, aujourd'hui, on se dit, voilà, on se décolle un peu le nez du papier peint, comme on dit souvent un peu dans l'équipe. J'ai vécu, des années d'apprentissage qui n'ont finalement aucun pareil, dans des domaines que j'aurais, jamais soupçonnés parce que moi, j'ai simplement fait, un CAP esthétique, un BTS esthétique, donc on sait aujourd'hui, ce que ça nous apporte, hein. On est de très bonnes praticiennes, mais pour autant, on nous forme absolument pas à être gestionnaire. Moi qui n'aimais pas forcément les chiffres, aujourd'hui, je suis une passionnée de la rentabilité, donc comme quoi, finalement, tout peut arriver. Et j'aurais absolument pas imaginé cela, en me mettant à mon compte, quand j'étais jeune, hein, j'avais 25 ans. Et je me dis souvent, et je dis souvent d'ailleurs aux clientes quand, je les accompagne, c'est que, bah, j'ai un mari, qui a fait école de commerce et puis, bah, moi qui étais, à mon compte, donc entrepreneur pendant presque 8 ans. Et puis même lui qui a fait école de commerce, n'avait pas forcément les réponses à toutes mes problématiques ou les éléments que je rencontrais sur le terrain. Donc, finalement, cette expérience de chef d'entreprise, ça n'a définitivement pas de prix. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis, vraiment une chef d'entreprise à part entière qui a vécu, toutes les étapes de l'ouverture jusqu'à la fermeture d'une entreprise et qui me donne, en tout cas de mon point de vue, cette légitimité à accompagner, des chefs d'entreprise et les porteurs de projets en mettant un point d'honneur à les faire slalomer, dans cette, vie intense mais tout aussi épanouissante. Mmh. Alors justement, ça fait quelques années maintenant que tu as vécu ce morceau dans ta vie. Est-ce que les enjeux sont les mêmes à l'époque où toi, tu as ouvert ton centre et ce à quoi les créateurs d'aujourd'hui sont confrontés? Je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Le paysage a quand même, évolué, changé dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans notre, secteur d'activité, hein, qui a pas mal évolué, depuis, les 3-4 dernières années, avec un gros coup d'accélérateur, hein, sur les 3-4 dernières années. Mmh. Moi, quand je me suis lancée, c'était quand même assez facile. Enfin, moi, je me souviens, j'ai trouvé un local, j'ai trouvé une banque, très rapidement et puis, 2 mois après, même pas, j'étais ouverte. Avec, bon, c'est sûr, certainement de l'aide de par mon entourage, dans le bâtiment, hein. J'ai facilement trouvé, électricien, plombier, plaquiste et cetera. Mais aujourd'hui, je vois quand même que le développement des dossiers est quand même plus long, plus fastidieux,
Il y a de l'hyperconcurrence, il y a des charges qui augmentent, les marques partenaires aussi qui modulent leur stratégie et qui amènent parfois certains chefs d'entreprise à revoir leur propre stratégie. Les banques aussi qui durcissent les conditions d'accès aux prêts professionnels, ce qui n'était vraiment pas du tout le cas à mon époque. En tout cas, j'avais eu 2 propositions de prêts sur une semaine de temps avec à peine 15 jours de délai pour avoir une réponse. Donc tout ça a quand même pas mal évolué. Et si on se prépare pas, honnêtement, c'est plus compliqué qu'avant, quoi. Donc, il faut vraiment avoir un business plan solide avec un concept différenciant, préparer son projet, se préparer à le présenter avec qualité, avec du détail dans les chiffres, en n'attendant pas forcément que le comptable fasse les choses à notre place. Il faut vraiment avoir cette posture de chef d'entreprise qui n'était pas forcément nécessaire à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, à tout le monde, on le voit, hein, ça devient un peu dépassé. On sait que nos clientes qui performent aujourd'hui et qui ont vraiment un poids dans le marché ont fait le choix du coup de se différencier. Et puis moi aussi, ce que je vois, c'est que, alors ça n'a pas vraiment changé, puisqu'à l'époque, dans les bas que j'ai vécus, il y avait aussi le paramètre du salaire, hein, donc je ne peux pas forcément tous les mois, ou en tout cas pas à la hauteur du travail qui était engagé. Mais aujourd'hui, voilà, je vois encore des entrepreneurs qui peinent à se verser un salaire. Ça, définitivement, ça me convient pas. Ça nous convient pas au sein de l'équipe et qui travaillent comme des acharnés. Et ça doit changer. Donc, sur ce paramètre-là, on reste un peu dans les mêmes critères. Mais par contre, ce que l'on voit au sein de l'équipe et au sein des clients que l'on accompagne, c'est que ceux qui ont fait le choix d'endosser cette posture de chef d'entreprise, qui ont réfléchi sur leur concept, qui ont un concept différenciant, tirent leur épingle du jeu beaucoup plus efficacement que ceux qui ouvrent un centre pour tout le monde parmi les autres. Oui, absolument. Et je te rejoins complètement sur cette analyse et sur ces observations. C'est que la préparation est devenue tellement importante, la phase de création, de conception de ce projet est devenue tellement importante. Quelles sont justement les questions que te posent le plus souvent les créateurs ou bien les repreneurs de centres? Qu'est-ce qu'ils se disent en fait quand ils sont dans cette phase-là? Alors, j'ai deux cas en fait. Il y a ceux qui arrivent vraiment complètement novices et puis en attente de conseils plus et qui se livrent à nous et qui font véritablement confiance pour avancer main dans la main. Et puis, on en a quand même beaucoup qui arrivent déjà avec une partie du projet qui a avancé, avec des choix qui ont été faits. J'entends quand même beaucoup non, mais c'est bon. Enfin, la partie business plan, tu te doutes que c'est la partie sur laquelle je mets un point d'honneur, en tout cas sur la partie prévisionnelle. Et c'est vrai que souvent on me dit non, c'est bon Cynthia, c'est pas la peine, j'ai déjà fait ça avec le comptable et puis le comptable m'a préparé mon prévisionnel sur les 3 années, comme c'est exigé d'ailleurs de toute façon par les banques. Ou c'est bon, j'ai pris contact avec la chambre des métiers et puis ils m'ont déjà donné toutes les astuces. Bon, pourquoi pas, mais il faut aller quand même bien au-delà de ça parce que typiquement en fait un prévisionnel comptable, c'est un prévisionnel comptable. Nous, on va regarder plutôt un prévisionnel budgétaire de façon à pouvoir anticiper véritablement les capacités de production du centre. Tandis que le comptable fait une photo au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'il se passe en prenant en compte des amortissements, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais on est vraiment sur 2 choses complètement différentes. La Chambre des métiers fait certes une formation de démarrage, pour autant, quand on voit le post-formation sur ce principe-là, les connaissances sur l'URSSAF, sur la TVA, sur la gestion de l'entreprise, on peut se poser la question du fait de se reposer uniquement sur cet accompagnement-là. En tout cas, voilà, il y a énormément de questions sur la partie financière, sur la partie marketing aussi. Comment est-ce que je peux lancer mon centre, comment je peux être différenciant, comment est-ce que je vais pouvoir communiquer, ou alors moi les réseaux, le digital, l'internet, je sais pas faire, j'ai jamais appris à faire. En fait, il y a tout un tas de questions qui se posent et puis qui vont se poser finalement à chaque étape du projet. Et puis parfois, certains n'ont pas vraiment de questions, mais au fur et à mesure où on va décortiquer justement le projet, les questions se présentent, ou alors des prises de conscience se présentent, dans le sens où, ah oui, en effet, j'avais pas pensé à ça, et pour autant, c'est capital. D'ailleurs, la question peut-être principale, ça serait, Cynthia, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir des clients dès mon premier jour d'ouverture? Et ça, à la limite, c'est une question que je préfère, parce que ça suppose de reprendre le projet dans son entièreté, de garder en fait cet accompagnement
directement qu'on peut avoir avec le comptable, avec la chambre des métiers, avec l'URSSAF, etc., si on s'est renseigné sur ces thématiques-là. Mais parce que c'est des éléments obligatoires au montage du projet, en tout cas les banques, ou alors si on fait appel à des aides, on va dire, du département ou de la région, ce sont des partenaires qui sont incontournables. Mais véritablement, moi, j'aime ces créateurs, ces porteurs de projets qui se posent des questions dans la globalité en souhaitant décortiquer les 3 piliers, enfin tout. Donc là, tu citais 3 éléments. C'est marrant que tu parles de ces 3 éléments-là parce que ma prochaine question, c'était, selon toi, si on avait 3 choses à ne surtout pas rater lorsque l'on travaille sur l'ouverture de son centre, ça serait quoi ? Alors, première chose, c'est vraiment l'état d'esprit du chef d'entreprise, à se dire, quelle est ma vision, quelle est la stratégie pour mon projet, quelle est la stratégie que j'ai envie d'adopter pour moi-même. Parce que c'est vrai que souvent, on pense à son projet, mais on ne pense pas à soi-même. Pour autant, si le chef d'entreprise n'est pas émotionnellement et physiquement présent dans son centre, c'est véritablement une problématique. En tout cas, vraiment, le premier pilier à regarder, ça serait donc la vision et la stratégie pour son projet en s'incluant soi-même en tant que chef d'entreprise. Et en fait, cette partie-là, souvent, elle n'est pas assez aboutie. Donc, la vision n'est pas suffisamment claire et c'est typiquement ce premier point qu'on va travailler avec les créateurs. Deuxième point, et vraiment la deuxième chose qui est à anticiper, c'est la planification de son projet. Comment est-ce que je vais m'organiser pendant ces mois, je ne veux pas dire des semaines, parce qu'il faut quand même se donner du temps pour créer un projet qui soit viable. Donc, planifier son temps, planifier son projet, planifier toutes les étapes, tout simplement pour s'organiser, éviter de partir dans tous les sens. D'ailleurs, ça arrive souvent. Hein. Non, mais c'est bon, Cynthia, j'ai trouvé ça. Tiens, cette semaine, fais ça. Hop, on va se calmer, on se ressent et on reprend les étapes point par point, thématique par thématique, pour arriver à aller dans le bon sens et de se donner toutes les chances d'ouvrir dans de bonnes conditions et d'ouvrir aussi à temps. Donc voilà, tout ça, et pour prendre du recul, on le pose dans le guide du créateur. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais cette planification, c'est vraiment hyper important. Il faut vider tout ce qu'il y a dans la tête, parce que, comme je disais en préambule, on en rêve la nuit, on en parle toute la journée, et il y en a dans tous les sens, sur des bouts de papier, sur des cahiers. Donc voilà, il faut vraiment rationaliser et organiser, tout ranger en un seul et même endroit pour pouvoir faire le tri dans ses idées. Et puis, troisième point, c'est la préparation de l'ouverture. On se prépare justement à avoir une date à laquelle on va accueillir nos premiers clients. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir des rendez-vous dès le premier jour. Et puis, ça supposera en amont de créer un fichier client de qualité, de commencer à faire du networking, à se présenter autour de chez soi, à parler de son projet. Donc ça, c'est la partie de mise en avant où je vois parfois que certains porteurs de projets ont un peu plus de mal parce qu'il faut parler de soi, il faut se dévoiler, on a peur. C'est là que les peurs et le stress reviennent un peu faire des misères à notre cerveau. Mais pour autant, c'est vraiment les 3 étapes ici qui sont importantes. Et en tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de développer un outil à tes côtés qui est un très bel outil pour les créateurs, qui s'appelle le guide du créateur et qui compile justement tout ce processus de création, étape par étape, item par item. Donc là, c'est vraiment les 3 grandes choses à ne surtout pas laisser de côté dans la création du projet. Et évidemment, on va quand même bien plus loin que cela dans ce guide pour pouvoir donner toutes les chances au projet de réussir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail de ce guide ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a créé il y a 2 ans, je crois maintenant, 2-3 ans, qui est un outil qui est une sorte de colonne vertébrale en fait du projet d'ouverture. Oui. C'est un outil qui est disponible à l'achat, que l'on propose justement aux créateurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail de ce guide ? Alors, le guide du créateur, oui, en effet, ça nous tenait à cœur de le créer. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de créer un outil qui soit, comme tu l'as dit, un peu la colonne vertébrale du projet, qui soit le véritable soutien du porteur de projet, qui puisse permettre de vider tout ce qu'il y a dans la tête. C'est un cahier, il est physique. On expédie ce guide chez le porteur de projet. On a ajouté, en plus de ce guide physique, 1 heure de rendez-vous de coaching
que l'on fait en visio avec le porteur de projet pour vraiment poser les éléments et puis aussi arriver à déverrouiller certaines problématiques, certaines peurs, de façon à pouvoir se donner toutes les chances. Alors, ce guide créateur, c'est vraiment un outil, on va dire, qu'on peut prendre très facilement avec le côté autonome et le fait d'avoir justement cette heure de coaching, ça permet de valider finalement tout ce qu'on a fait dans ce guide. Oui. On propose également un accompagnement spécifiquement pour les créateurs. Là, on va un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous donner un petit peu les grandes étapes de cet accompagnement ? Alors oui, en effet, toujours sur le principe d'accompagner au mieux les porteurs de projets. C'est un moment dans la vie de l'entreprise qui est particulier. On ne peut pas accompagner de la même manière un gérant des gens d'activité et un porteur de projet. Tout simplement parce que déjà, il n'y a pas de chiffres à analyser puisque tout est à créer. Donc, on a pour les porteurs de projet leader de mon business créateur que j'ai le plaisir maintenant d'animer depuis un peu plus d'1 an et demi. Et donc, l'idée, en fait, de cet accompagnement, c'est de pouvoir, à la suite du guide du créateur, ça dépend un petit peu à quel moment du projet on se trouve. Si je suis vraiment au début du projet, le guide du créateur vient, s'imbriquer avec la formation leader de mon business créateur. Si maintenant je suis bien plus avancée, parce que parfois j'ai des porteurs de projets qui arrivent à 2-3 mois de l'ouverture, évidemment le guide n'aura peut-être plus forcément de sens à cet instant-là. Par contre, la formation un peu en accéléré aura tout son intérêt et parfois même pour revenir sur certaines décisions qui ont été prises et qui peuvent peut-être ralentir l'épanouissement de l'entreprise. Donc le but en fait vraiment de l'accompagnement plutôt sous la typologie de la formation, c'est de pouvoir moi au travers des mois d'accompagnement, d'échanger, de discuter avec le porteur de projet. Donc étape par étape, on est bien d'accord qu'on va commencer par la partie vision, ensuite on va aller sur la partie stratégie de marque, puis stratégie client. Ensuite, on va aller travailler donc la partie prévisionnelle et donc c'est en ça que cette formation est particulière pour les porteurs de projets, c'est-à-dire qu'on va travailler le prévisionnel sur 3 années, découpé d'ailleurs en semestres parce qu'il y a une progression à prévoir au sein de l'activité pour s'assurer de travailler des prévisionnels qui soient réalistes et réalisables. Parce que le but, c'est aussi d'aller présenter en banque et auprès des partenaires financiers projets qui soient viables. Et ensuite, on bascule sur la partie communication, networking, partenariat, suivi client, avec un petit aperçu aussi sur le parcours client avant, pendant et après, de façon à pouvoir se donner toutes les chances d'avoir un planning rempli dès l'ouverture, notamment en mettant en place la réservation en ligne, le site internet, toute cette partie logistique qui permettent finalement de faire éclore le projet à la vue de tout le monde. D'ailleurs, souvent, je dis à mes clientes, à mes clients, c'est bien de savoir chanter, mais si c'est pour chanter tout seul dans la douche, ça ne sert à rien. Il faut aller chanter dans la rue haut et fort, à la vue de tout le monde pour pouvoir être découvert et donner l'opportunité aux clients de venir à nous. Donc, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai ouvert, je ne me suis pas trop posé la question de tout ça. Et puis, je me suis dit, je vais ouvrir, et puis tout le monde va le voir, et puis tout le monde va le savoir. Et puis, je vais évidemment avoir des clients dès le premier jour. En effet, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Les premiers clients que j'ai eus, c'était ma famille, mes amis, mais certainement pas mes clients cibles ou les clients que j'avais imaginé avoir. Et puis, clients qui payent leurs prestations au tarif carte. Donc c'est pareil. Ça, c'est une expérience qui a été vécue et je l'ai vécue précédemment. Donc, à nouveau, c'est quelque chose auquel je tiens de façon à pouvoir se donner toutes les chances de faire du chiffre d'affaires le plus rapidement possible et de pouvoir se payer le plus rapidement possible. Non, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et ce n'est pas un gros mot que de se verser un salaire, voire même de se verser un salaire conséquent quand on est chef d'entreprise. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous raconter des histoires de création de centres que tu as accompagnés et qui ont été pour toi les plus marquants? Peut-être que je pourrais prendre l'exemple de Tiffen. Voilà, comme ça au moins, alors c'est mon exemple à toi. C'est pas moi, Tiffen, c'est pas la même Tiffen. C'est la cliente, notre cliente Tiffen. Et donc, du coup, Tiffen a suivi tout ce cursus. Elle a choisi vraiment de se spécialiser dans l'univers facialiste, donc point de visage, manuel, en faisant du yoga du visage, des choses très spécifiques au niveau de ses soins. Et ce qui m'a marqué en fait chez elle, c'est vraiment
le côté très organisé, étape par étape, en faisant des choix vraiment qui lui ressemblaient, en étant vraiment très aligné avec ses envies, avec ses besoins, avec ses choix de clients cibles. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'elle avait un taux de vente qui était démesuré par rapport à notre secteur d'activité. C'est vrai que très souvent, on est sur 7 à 12, 15% de vente. Et là, du coup, Tiffen a dépassé les 100% de vente. Elle faisait plus de ventes que de chiffre d'affaires prestations quand elle a ouvert, en tout cas sur les 2-3 mois d'activité. Et c'est une tendance aujourd'hui qui se confirme chez elle. Donc c'est rigolo en fait, mais c'est juste le reflet de ce qu'elle a décidé de mettre en place, c'est-à-dire qu'elle a assumé pleinement son concept, c'est-à-dire je suis facialiste, ma clé d'entrée c'est le rendez-vous diagnostic, je fais un point avec la cliente sur son état de peau, sur ses besoins, sur ses envies, sur les résultats qu'elle souhaite, et en fonction de ça, on crée ensemble un accompagnement qui lui est dédié au regard des besoins qu'elle a. Et maintenant, charge à elle de développer finalement son planning de soins, de façon à engager les clientes sur de la routine soins et faire en sorte de développer son activité. Mais en tout cas, elle a ouvert avec des clients dès le début, sans pour autant avoir pignon sur rue et en ayant des ratios de vente qui étaient extraordinaires. Tout le monde n'est absolument pas sur ce format-là. J'ai d'autres exemples de centres plus traditionnels qui ont ouvert et qui avaient des rendez-vous dès l'ouverture. Je pense à Émilie aussi, qui elle, finalement, a ouvert toute seule. Elle a dû recruter et le 4e mois d'activité parce qu'on avait projeté des taux d'occupation et je suis toujours très prudente sur les taux d'occupation. On avait projeté des taux à 30-40% sur le premier semestre. Pour autant, elle a été quasiment à 80% dès le 3e mois d'ouverture. Donc, elle s'est entourée rapidement d'une apprentie. Bon, elle a ouvert au printemps, donc ça lui a permis de pouvoir recruter l'apprenti dès le mois de septembre. En tout cas, le calendrier le permettait. Mais ce qui est commun finalement entre Tiffen et Émilie, c'est vraiment cette organisation en amont. Le fait d'avoir travaillé l'image de marque, d'avoir travaillé le client cible, d'avoir travaillé le networking, d'avoir parlé d'elle autour d'elle et d'avoir déployé les bons outils juste avant l'ouverture pour pouvoir avoir des rendez-vous déjà planifiés. J'ai une toute dernière question pour toi. C'est une question que j'aime beaucoup poser à nos invités sur ce podcast. Quelle est ta vision de notre secteur spa et esthétique ? Ma vision, c'est que vraiment, les choses ont énormément changé ces dernières années. Parfois, finalement, beaucoup de peur et de stress qui se lient au changement. Pour autant, la vie est faite de changements. La vie évolue, en fait. C'est pas figé, rien n'est gravé dans le marbre. Et le fait que ça évolue, c'est une très bonne nouvelle. Simplement, la question, c'est comment est-ce que moi, je me positionne par rapport à ça ? Est-ce que je décide de rester sur ce qui existait avant et à me dire « Oh là là, mon Dieu, ça change » ou est-ce que je décide de me dire « Ça change, c'est super et je vais pouvoir finalement participer à ce changement » et dans quelle mesure est-ce que je peux participer à ce changement ? Moi, je trouve ça très enthousiasmant. Donc, ma vision, c'est notre secteur d'activité évolue et au travers de ça, quel impact je peux avoir dans ce secteur d'activité qui évolue. Moi, de mon point de vue, je suis très heureuse de pouvoir y participer parce qu'en tant que business mentor, je fais en sorte d'accompagner justement les porteurs de projets et chefs d'entreprise dans leur quotidien à eux-mêmes s'épanouir au sein de ce secteur d'activité qui évolue en leur apportant un peu de légèreté, du confort, de l'organisation. Parce que oui, voilà, on a un très beau secteur d'activité. On est dans le domaine un peu du rêve, du luxe. On fait du bien aux gens, on rend les gens beaux. Et c'est quand même une chance de pouvoir le faire. Donc, j'aimerais juste qu'il y ait un petit peu plus de légèreté justement dans tout ça. Parce que, en tant que chef d'entreprise, on sait que le quotidien n'est pas toujours très chouette parce qu'il y a les hauts et les bas. Et vraiment, surtout, concentrez-vous sur les hauts plutôt que sur les bas. Voilà, mon petit message. Merci infiniment, Cynthia, pour tous ces conseils. Et puis, on aura le plaisir de te retrouver sur les accompagnements au sein d'Expertise Spa Bien-être. Merci, Tiffen, avec plaisir. Sachez que vous pouvez retrouver tous les conseils évoqués par Cynthia au sein du guide du créateur, disponible sur notre site internet. Et pour vous assurer un accompagnement sur mesure, rejoignez-nous sur le programme d'ESBE spécial créateur. Je partage avec vous tous les liens dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESBE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business.
N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.